RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Deuxième édition de cette nouvelle émission On va pas se raconter d'histoire avec un invité pendant à peu près 1 heure. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Huard. Bonjour. Bonjour Philippe Merci Rivet. d'être venu, en dépit de votre emploi du temps très chargé et un peu chahuté par les temps qui courent. Jean-Marc Huard, vous êtes donc le recteur de l'Académie de Nancy-Metz depuis le 24 juillet 2019. Vous êtes aussi le recteur de la région académique Grand Est. Vous êtes aussi chancelier des universités et depuis le 20 septembre, vous êtes président de la conférence des recteurs. Donc bien sûr, nous allons prendre le temps d'évoquer votre parcours, vos passions, vos interrogations et vos différents centres d'intérêt. Mais nous allons aussi parler d'actualité. Covid oblige un certain nombre aussi d'autres enjeux éducatifs pendant cette émission. Je précise par ailleurs, dans votre biographie que je vais dérouler, que vous allez avoir 54 ans le 1er décembre et une carrière déjà bien remplie, parce qu'avant d'être recteur, vous étiez DGESCO, c'est-à-dire directeur général de l'enseignement scolaire. On déroulera dans quelques instants les compétences et le travail accompli autour de ces différentes fonctions. vous avez été, en 2007, vous êtes déjà à l'origine un enseignant, puisque vous étiez professeur de sciences économiques et sociales en classe préparatoire, vous êtes agrégé. En lycée aussi avant. Comment ? En lycée aussi avant. Et en lycée avant, donc vous avez conservé votre fibre pédagogique, comme on le verra. Vous êtes devenu membre du cabinet de Xavier Darcos en 2007. Vous êtes un spécialiste de l'enseignement professionnel. Vous avez été ensuite inspecteur pédagogique, inspecteur général, délégué à la formation professionnelle à Bordeaux. Vous avez été aussi la sous-direction des lycées de la formation professionnelle. Vous avez reçu alors le prix de manager public pour l'action entreprise contre le décrochage scolaire, qui est un sujet récurrent dans l'éducation nationale. En 2013, vous êtes passé par le ministère du Travail avant de revenir en 2015 au ministère de l'Éducation nationale, en quelque sorte à la maison mère. Vous étiez chef du bureau pédagogique et en 2017, vous êtes devenu DGESCO auprès de votre ami Jean-Michel Blanquer. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Votre biographie serait incomplète si on n'évoquait pas aussi notre corde à votre arc, une passion que vous partagez avec un ancien ministre de l'économie. Je vais parler de l'apiculture. Donc, vous nous en direz un peu plus, savoir si c'est uniquement pour vous aérer la tête ou pour inciter les élèves à butiner différemment leurs connaissances. À moins que ce ne soit un projet de reconversion, vous nous le direz, peut-être. Mais tout d'abord, retour sur vos fonctions actuelles. Comme recteur de l'Académie, vous êtes à la tête de 40 000 personnels, un peu moins de 400 000 élèves. Comme recteur de région académique, vous êtes à la tête d'1 million d'élèves et à peu près de 100 000 personnels. Ce qui fait qu'on compare parfois l'éducation nationale à l'armée rouge. C'est un compliment qui vous fait sourire ou qui vous agace ? Non, enfin, je crois qu'elle est beaucoup plus pacifique, l'éducation nationale, et à beaucoup d'égards beaucoup plus constructive sans doute que n'a pu être l'armée rouge à certains moments de son histoire. Mais oui, c'est une grosse maison. Mais parfois compliqué à comprendre, ce qui vous avait d'ailleurs conduit il y a quelques années à écrire un ouvrage sans fiches pour comprendre le système éducatif. On a besoin d'au moins 100 fiches pour comprendre comment fonctionne l'école. Oui, je suis pas sûr même qu'en 100 fiches on en ait fait le tour, mais en tout cas c'est une maison tout à fait passionnante. Effectivement, 40 000 personnels dans l'Académie de Nancy-Metz, dans les 4 départements lorrains, c'est toujours à peu près les 2/3 de professeurs, donc on a un peu plus de 30 000 professeurs. Donc c'est vraiment des équipes qui sont motivées au service des élèves, voilà. Et puis aussi une fierté pour moi d'être à la tête de cet ensemble.
Est-ce que vous avez eu le sentiment de vous reconnecter au terrain en quittant la rue de Grenelle? Est-ce que quand on est DGESCO, on est loin des réalités, un peu dans la bulle Oui, j'ai un petit peu une théorie sur la notion de être sur le terrain, parce que c'est sûr, hein, je vais l'année dernière par exemple, la précédente année scolaire, j'ai fait 120 déplacements en période de crise sanitaire, donc je suis souvent dans les écoles, les collèges, les lycées. Après, je pense que quelles que soient nos fonctions, on a chacun notre terrain. J'aime pas trop l'expression, même si je l'utilise parfois, je dis je vais sur le terrain, mais j'aime pas trop l'expression aller sur le terrain, parce qu'on a chacun le terrain du DGESCO, c'est pas le terrain du recteur, et le terrain du recteur, c'est pas celui du professeur. Donc faisons-nous un peu pédagogique là-dessus. Un DGESCO, il fait quoi? Ça sert à quoi? Alors le DGESCO, c'est le chef d'orchestre pédagogique et éducatif au service d'un ministre et d'une politique éducative. Donc il est directeur d'une administration centrale. La DGESCO, c'est à peu près 300 personnes qui conçoit les réformes, qui met en musique cette politique éducative, qui écrit des circulaires, ce qui lui est parfois d'ailleurs reproché, qui également pilote la mise en œuvre de la politique éducative sur le terrain. Donc par exemple, hein, pour être très concret, la réforme du lycée, hein, qui a été mise en place à partir de l'année 2018-2019, a été conçue à la direction générale de l'enseignement scolaire. Donc c'est vraiment la direction qui est au cœur du réacteur pédagogique du ministère, sachant qu'au ministère, à côté de la DGESCO, il y a la direction générale des ressources humaines, puisque 1 million de fonctionnaires, ça a besoin aussi d'une direction des ressources humaines extrêmement importante et puissante, si je puis dire. Hein. Est-ce que comme DGESCO, vous êtes senti un peu... vous travaillez en confiance avec Jean-Michel Blanquer. Est-ce que vous vous êtes senti un peu comme le ministre bis, qui était un peu le terme qu'on avait donné à Jean-Michel Blanquer quand il était à votre place précédemment sous Châtel? C'est souvent assez pratique pour la presse, si je puis dire, de présenter le DGESCO qui, quand le ministre n'est pas disponible, va sur les plateaux de radio, de télé, comme le numéro 2 du ministère. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que le vrai numéro 2, c'est son directeur de cabinet généralement, hein, et le cabinet du ministre est évidemment en pilotage, y compris des directions centrales et donc y compris du DGESCO, mais c'est vrai que c'est quand même le directeur général vers lequel beaucoup de personnes, beaucoup de médias ont les yeux tournés quand il y a des incidents sur le baccalauréat, par exemple, quand il y a, comme en 2019, avant que je parte, de la rétention de copies des professeurs. Voilà, c'est le DGESCO qui s'exprime souvent pour le ministre. Voilà. Donc en cela, c'est vrai que c'est pratique de dire que c'est le numéro 2 du ministère. C'est vrai que c'est sans doute la direction générale qui est une des plus regardées de toutes les administrations centrales gouvernementales. Enfin, et les recteurs sont les bras armés, si j'ose dire, du DGESCO, parce que la fonction de recteur, quand on parle du recteur, on voit des chefs d'établissement trembler, des enseignants se demander parfois si un recteur, ils hésitent entre le père Fouettard et le Dieu vivant. Vous impressionnez toujours vos personnels. Oui, vous m'inquiétez un peu, Monsieur Rivet, là, parce que si, je sais que vous connaissez les chefs d'établissement, donc si c'est l'image qu'ils ont de moi, ça m'inquiète un petit peu. Non, le recteur est le représentant du ministre sur un territoire, donc il est à la fois là pour mettre en œuvre la politique éducative, mais aussi la politique des ressources humaines. Donc il est représentant du ministre et représentant des directeurs d'administration centrale, dont le DGESCO et le DGRH. Et dans la mission du recteur, qu'est-ce qui est le plus important? Vous parliez du terrain, vous visitez très souvent les établissements, vous avez été salué pour votre capacité d'écoute et de transparence pendant les temps forts, si j'ose dire, le cœur, la crise du Covid, hein, même des syndicalistes qui... on va dire idéologiquement, vous portez pas spécialement de leur cœur, déclarer que le recteur de Nancy-Metz était quelqu'un qui était à l'écoute. Oui, c'est sans doute dans ma nature d'être à l'écoute, et puis je crois qu'il y a des moments, vous savez, dans l'histoire du pays, et là c'était un moment, et dans l'histoire de l'éducation, où je crois que, et ça sert à rien de se chamailler sur les sujets extrêmement importants. Donc c'était plutôt le dialogue et l'écoute. Bon, vous savez, je fonctionne généralement en transparence et je crois que c'est peut-être ça que mes interlocuteurs apprécient. Après, vous savez, dans du dialogue social, pour qu'il se passe bien, enfin dans le mot dialogue, il faut être deux. Donc peut-être que le recteur, c'est-à-dire moi,
et été à l'écoute à ce moment-là, mais aussi les organisations syndicales aussi. Mais vous savez, on s'engueule aussi, hein. Enfin, quand une organisation syndicale n'est pas d'accord avec une position qui est prise soit au niveau national, soit au niveau académique, elle le dit. Il y a souvent clairement des engueulades dans l'Académie de Nancy-Metz, là, en comité technique. Non, mais ça se passe. Enfin, quand je dis on s'engueule, on se dit les choses. Ça reste généralement très très courtois. C'est le cas dans le reste du pays, hein, sincèrement. Voilà. Et quand j'étais DGESCO, on avait des relations qui étaient aussi des relations tout à fait courtoises. Donc, je voudrais pas donner cette idée-là avec l'utilisation de ce verbe, mais quand je dis non, on exprime des désaccords très clairement. Après, je crois qu'on avance ensemble dans l'intérêt des jeunes, et ça s'est fait d'autant plus pendant la crise sanitaire. Il y a le recteur de région académique. Est-ce qu'il a un rôle qui est la même personne? Est-ce que vous vous dédoublez? Est-ce que vous avez une fonction différente, une mission différente de recteur d'académie? Comment vous la concevez? Comment l'expliquer au grand public? Il y a eu la réforme des régions en 2015, mise en place en 2016, et effectivement les 3 régions Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace sont fusionnées dans une région Grand Est. Bon. Donc l'État s'est réorganisé. Et alors qu'il n'y a plus qu'un seul président de région, qu'il y a une préfète de région, il y a le préfet de département, en face, l'État s'est organisé en direction régionale. C'est vrai pour l'emploi, c'est vrai pour la santé, avec l'Agence régionale de santé, c'est vrai pour la culture, etc., etc. L'éducation nationale a préservé des académies. Il y a 3 académies en région Grand Est. Il y a une raison simple, c'est justement l'importance du nombre. Vous disiez 1 million d'élèves et 100 000 personnels. Et je ne ferais sans doute pas le même métier si j'étais le seul recteur en Grand Est. Donc, c'est-à-dire que vous laissez la main à vos collègues de Strasbourg, alors on travaille en Reims. coordination. Moi, j'ai une mission qui est une mission de responsabilité, de cohérence des politiques. Des politiques éducatives sur l'ensemble de la région. Et puis j'ai des responsabilités en propre, notamment en matière d'orientation, de formation professionnelle, en matière de numérique éducatif également. Souvent, c'est des missions qui correspondent justement aux compétences du président du conseil régional, enfin qui sont des compétences miroirs par rapport à celles que peut avoir le président du conseil régional, et puis et aussi les préfectures de région. Vous voyez, sur la gestion de la crise sanitaire, l'agence régionale de santé est régionale par définition. La préfète de région s'est beaucoup exprimée. Eh bien, j'étais le recteur qui s'exprimait auprès de la préfète. Enfin, je suis toujours d'ailleurs. La crise n'est pas finie. On va en parler. Mais auprès de la préfète et auprès de la directrice de l'ARS, au nom de mes 3 collègues. Donc, il y a à la fois un rôle effectivement de cohérence et un rôle aussi de coordination. Et je crois que c'est aussi plus facile pour nos interlocuteurs de n'avoir parfois qu'un seul interlocuteur plutôt que 3. Mais j'insiste sur le rôle extrêmement important de proximité que les 3 recteurs d'académie, nous avons auprès de nos collègues. Et puis, j'ai aussi une rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur, parce que avec cette réforme, je suis devenu le seul chancelier des 5 universités du Grand Est. Et vous comprenez bien que c'est difficile de faire toutes les casquettes. Donc, Fabienne Blaise est la rectrice déléguée qui est auprès de moi au quotidien. Justement, sur ce plan, vous êtes, vous avez une carrière riche, un peu atypique, parce que vous avez été haut fonctionnaire, mais vous n'êtes pas énarque. Vous n'êtes pas universitaire, c'est la première fois qu'un recteur, au moins dans l'Est, au moins à Nancy, ce qui n'était pas le cas à Reims, n'est pas universitaire mais chancelier des universités. Est-ce que ça veut dire que l'administration d'éducation nationale est en train de se normaliser, de se banaliser par rapport à d'autres administrations de l'État? Non, mais historiquement, les recteurs sont des professeurs d'université, et d'ailleurs, il y a souvent des anciens présidents d'université qui sont recteurs, et on voit très bien historiquement et symboliquement l'importance qu'a le fait que ce soit effectivement des professeurs d'université. Néanmoins, au fur et à mesure des années, il y a eu une ouverture à d'autres corps. Ça date des années du début des années 2000. Ça doit être 2002, je crois, où véritablement il y a eu une ouverture à d'autres spécialistes de l'éducation nationale. Voire parfois des recteurs qui n'étaient pas issus de l'éducation nationale. Et des recteurs, oui, il y en a eu peu quand même, qui n'étaient pas issus de l'éducation nationale. Sincèrement, il y en a eu peu, mais pourquoi pas on est dans un cadre de pilotage général. Vous savez, moi, quand je suis allé au ministère du Travail, je connaissais finalement très peu des fonctions que j'ai exercées. J'ai
appris, et mon rôle de coordination et de management à ce moment-là, je pense pas qu'il a été inefficace parce qu'au départ je connaissais moins. Quand on m'a demandé de la même manière en 2002 de m'occuper d'enseignement professionnel alors que j'étais issu du professorat de sciences économiques et sociales, je connaissais pas l'enseignement professionnel. Ça vous permet d'avoir un regard plus distancié par rapport aux universitaires, d'avoir un peu plus de surplomb, peut-être moins de connivence? Non, mais je crois qu'on a chacun nos parcours et de la richesse. Non, je vais pas me comparer aux universitaires. Je crois qu'on a chacun, au travers de notre parcours, des avantages, des qualités qui permettent d'être mobilisés. Moi, il y a des choses que je fais de manière plus difficile que les universitaires sur certains champs que je connais moins, très certainement. Et puis inversement, c'est sans doute le cas, j'en sais rien. Mais en tout cas, la diversité, elle est bénéfique. Et moi, c'est vrai que j'ai un parcours, vous l'avez dit, qui est, je sais pas s'il faut dire qu'il est chaotique ou. J'ai dit atypique. Oui, il est atypique. Oui. Je crois qu'il y a quelques années d'ailleurs. Ce qui est pas une critique dans ma bouche. Moi, j'aime bien les parcours non linéaires. Là, s'ils sont souvent plus riches. Oui, le mien, il est pas linéaire. Comme vous avez dit, j'étais professeur. J'ai fait à peu près tous les métiers, sauf celui que je voulais faire en fait, parce que je voulais être chef d'établissement. Je voulais diriger un établissement. J'avais quand j'étais prof, le seul métier que je voulais faire, c'était chef d'établissement. Et c'est. Je crois que c'était apiculteur. Non, pas à ce moment-là. et c'est le seul finalement que j'ai pas fait. Voilà, on verra sur la fin de la carrière. C'est peu probable que je revienne en collège ou en lycée, mais voilà, je m'interdis rien. Sur vous êtes aussi donc président depuis quelques semaines de la conférence des recteurs. Ça consiste en quoi là cette Alors ça, c'est beaucoup d'honneur de la part que m'ont fait mes collègues en m'élisant président de la conférence des recteurs. La conférence des recteurs, c'est une association qui est censé favoriser les échanges entre les membres. Et les membres, c'est les recteurs, ça peut être les anciens recteurs également, les recteurs actifs, et puis ça peut être des recteurs qui ne sont plus recteurs. C'est une instance de réflexion, de concertation, en dehors du cadre habituel des réunions de recteurs que nous avons tous les mois. De partage des bonnes pratiques. Oui, de partage des bonnes pratiques, et puis aussi nous avons des invités également qui viennent. Alors pour l'instant j'ai présidé une réunion de la conférence des recteurs depuis que j'ai été élu, mais voilà, on va avoir des invités, et puis ça permet dans un cadre un petit peu différent entre nous aussi de pouvoir échanger sur nos difficultés, nos questionnements, enfin ce qu'on estime être bien et réussi, voilà, dans un cadre plus associatif, on va dire, que le cadre plus institutionnel habituel, qui d'ailleurs est très libre en échange. Mais voilà, c'est une association, et je suis très fier qu'on m'ait désigné pour être le président. J'avais une question plus personnelle avant de passer à une petite respiration musicale que vous avez choisie. Quel souvenir que vous gardez de votre scolarité de potache ? Je garde un souvenir. Alors, je garde beaucoup de souvenirs parce que j'ai aimé être élève. Enfin, j'ai aimé être élève. Vous aimiez l'école ? Oui, j'aimais l'école. J'aimais. Ce que je vous dis est sincère. Enfin, je le dis pas parce que je suis recteur. J'aimais l'école, et puis j'aimais apprendre aussi. Puis j'aimais faire des travaux scolaires. Enfin, j'aimais ça. Donc j'ai beaucoup de souvenirs. Et j'aimais être étudiant aussi. C'est une période que j'aimais, et je suis parfois un petit peu nostalgique, mais enfin je crois qu'on est tous un petit peu nostalgiques de notre enfance et de notre adolescence, mais peut-être qu'on ne le sait pas trop quand on l'est, mais moi j'en avais conscience déjà à ce moment-là. Vous avez gardé des bons souvenirs? Oui, alors le souvenir, je me souviens de mon institutrice de CP, qui s'appelait Madame Cognard, que je trouvais très très âgée. Alors elle l'était peut-être pas, mais moi j'avais 6 ans, 5 ans, 6 ans, et elle avait dit à mes parents, elle avait dit il va faire de longues études. Et alors j'ai pas ce souvenir là précisément quand elle le disait, mais je me souviens que ma grand-mère notamment me le répétait souvent au fur et à mesure de ma carrière. C'était plutôt encourageant là. Oui, c'était encourageant. Et c'est elle qui m'a appris à lire. Voilà, donc j'en garde un très bon souvenir. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Donc Jean-Marc Huard, recteur de l'Académie de Nancy-Metz, c'est notre invité aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la séquence actualité. L'actualité, ça signifie revenir sur les premières mesures annoncées par Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer à propos du protocole Covid. Très concrètement, comment ça va se passer dans l'académie alors qu'il y avait ces 4 départements, déjà un département test qui était la Moselle? Alors, peut-être 2 choses si vous permettez avant. Oui. La première, c'est que, et je crois que c'est reconnu par tout le monde maintenant,
on est le pays qui a réussi à fermer le moins de classes depuis la fin du premier confinement, hein, et ça c'est très très bénéfique pour l'ensemble des enfants. Et on le voit dans les résultats aux évaluations, c'est peut-être un sujet qu'on évoquera. Donc ça c'est le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième, c'est que le nombre de cas dans les écoles et le nombre de classes fermées, il a toujours suivi l'évolution de l'épidémie au niveau national et au niveau régional. Donc on en a combien de classes fermées là, actuellement? Alors donc ce matin, on est à peu près à 300 classes. Sur 17 000. Sur 17 000, donc on reste sur des chiffres qui sont relativement raisonnables. Mais c'est un chiffre qui est en augmentation. Puisque la semaine dernière, on était à 100 classes fermées. Donc maintenant, il n'y aura plus de classes fermées, il y aura la généralisation des tests. Est-ce que vous êtes en capacité de généraliser les tests dès la semaine prochaine, comme l'a annoncé Jean-Michel Blanquer, hein? Alors notre principe, si vous voulez, c'est la précaution maximale, hein, et la sécurité des élèves. Et je crois qu'on n'a pas trop mal réussi depuis le début de l'épidémie. Et encore une fois, s'il y avait un surrisque dans les écoles, on aurait vu les taux d'incidence des 3-10 ans augmenter très fortement. Je les regardais encore sur les dernières statistiques de l'ARS. Évidemment, c'est des taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, c'est un chiffre qui a augmenté, mais qui reste, qui n'est pas le plus élevé de l'ensemble des classes d'âge, alors que c'est la classe d'âge la moins vaccinée. Comment ça va se passer très concrètement? Jusqu'à présent, dans les 3 départements, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Meuse, un cas signifiait une fermeture de classe. En Moselle, on expérimentait depuis quelques semaines un dispositif selon lequel on testait à J0 et un laboratoire venait, dès qu'il y avait un cas, tester tous les élèves, ce qui permettait de ne pas fermer la classe. Les premiers enseignements démontrent que c'est plutôt enseignements, c'est qu'on pertinent. a réussi à éviter un nombre important de fermetures de classes en Moselle, ce qui est bénéfique pour tout le monde, pour la scolarité des enfants, pour leurs apprentissages. Y compris en milieu rural où les laboratoires ou les pharmacies sont quand même moins fréquentes, moins présentes qu'en ville. Oui, y compris en milieu rural. Alors, donc ce dispositif, le principe, on va le généraliser. Ça va se faire par de l'intervention de laboratoire ou par des tests qui vont être fournis par les familles également. C'est-à-dire le principe c'est le même, hein, un cas, on teste les enfants. Le test, il pourra se faire dans la famille. Mais il faudrait que la famille trouve une pharmacie, un médecin ou un laboratoire. Oui, il faudra qu'on soit dans un dispositif de test comme on le fait pour les adultes finalement. Hein. Donc il faudra qu'on fasse tester les enfants. Ou alors, et ça sera notamment le cas quand les infrastructures ne le permettront pas, quand les laboratoires pourront se mobiliser dans des endroits où on sait que c'est plus difficile d'accéder aux tests, eh bien, on mobilisera avec l'Agence régionale de santé des laboratoires pour pouvoir tester dans les écoles. Donc le principe c'est celui-là, hein, on ferme pas la classe, on teste. Si le test est négatif, l'enfant revient à l'école. S'il est positif, évidemment, il est isolé. Et selon 2 modalités, soit on teste dans la maison, dans le cadre, comme c'est le cas pour les adultes, soit on mobilise les laboratoires. Voilà. Donc pas d'inquiétude, vous êtes plutôt confiant sur depuis le début de la mise en œuvre du protocole. Depuis le début de la crise sanitaire, on a montré quand même une capacité d'adaptation tout à fait importante. Alors pas seulement l'école, les familles aussi. Les familles aussi. Je voudrais aussi rendre hommage aux parents parce que ils ont dû aussi s'adapter à des protocoles différents pour eux dans leur travail, mais aussi pour leurs enfants. Et je crois un sujet d'actualité de ces derniers jours, c'était aussi les résultats des tests d'évaluation de CP et de CE1. Donc justement, on allait venir là, vous assurez la transition. Donc ces évaluations sont plutôt intéressantes, plutôt positives, et ont démontré que vous avez récupéré le retard qui était dû à une école plus chaotique, même si la France était le pays où l'école est restée le plus longtemps ouverte, et où il y a eu des dispositifs d'école ouverte pour compenser les contraintes liées à la crise du Covid. Vous savez, on a fait des évaluations, on fait des évaluations depuis 2018 en début d'année en CP et en CE1. L'année 2020, après l'année 2019, on a marqué le pas. On a eu des évaluations qui étaient un petit peu moins bonnes. C'était pas tout ne s'est pas effondré, hein, mais les évaluations parce qu'il y a eu la continuité de l'école pendant le confinement. Mais les évaluations étaient un peu moins bonnes. Donc là, on vient d'avoir les résultats de la rentrée 2021. On a non seulement rattrapé
le retard accumulé entre 2019 et 2020, mais on a en plus amélioré pour quasiment tous les items, et notamment en lecture et notamment en éducation prioritaire, on a augmenté les résultats des élèves. C'est extrêmement important. En lecture, par exemple, pour les élèves qui relèvent de l'éducation prioritaire, on a entre 2019 et 2021 plus 9 points de réussite. Pourtant, l'écart reste quand même très, très important entre l'éducation priorité. Il se resserre, mais est-ce que ça veut dire que le dédoublement des classes a produit déjà un premier effet ou que l'effet reste limité? Non, l'écart dans notre académie, très clairement, l'écart se resserre. C'est-à-dire tout le monde progresse et l'éducation prioritaire progresse plus que tout le monde. Donc ça signifie que l'écart de résultats d'éducation prioritaire est toujours en dessous. C'est pour ça d'ailleurs que c'est de l'éducation prioritaire, parce qu'il y a des moyens en plus. C'est pour ça qu'il y a des dédoublements en plus. Et ça, c'est une grande satisfaction, si vous voulez, parce que ça montre des effets bénéfiques de cette politique de dédoublement, et puis aussi des effets politiques d'une politique de priorisation au premier degré, qui se traduit par exemple dans notre académie aussi, je voudrais le rappeler, par des diminutions d'effectifs. Ça fait 2 ans que je suis là. En 2 ans, on a perdu 10 000 élèves à cause de l'évolution démographique dans le premier degré. Et pourtant, on a eu 0 suppression de postes. Donc meilleur taux d'encadrement, là. Ben oui, ce qui signifie que le nombre d'élèves par classe diminue très fortement. Et pourtant, est-ce que c'est seulement une question du nombre d'élèves par classe? Les études démontrent qu'à peine plus d'un élève sur 2 qui entre en 6e en sachant lire correctement. Et j'ajouterais les problèmes d'orthographe qui concernent pas seulement les élèves de collège, de lycée, mais aussi en faculté et parfois très loin dans la poursuite d'études à l'université. Comment vous comptez trouver une solution à ces problèmes récurrents et qui prennent de plus en plus d'ampleur? Le constat que vous faites, c'est celui qui a amené à cette politique très orientée sur les enseignements fondamentaux, lire, écrire, compter. La question du respect d'autrui également qui relève d'un champ plus républicain, on va dire. Mais lire, écrire, compter, c'est absolument fondamental. C'est vraiment le constat de ce décrochage d'un certain nombre d'élèves scolaires en 6e qui a amené cette politique. Donc la politique porte déjà ses fruits, on le voit par le progrès des élèves. Et on évalue aussi en 6e, par exemple. On évalue notamment l'affluence. L'affluence, c'est la capacité, la rapidité de lecture. Donc là, c'est quand même pas terrible. Alors, on a globalement dans l'académie des résultats meilleurs que le niveau national. On s'aperçoit aux évaluations de 6e de cette année qu'on a un effort tout particulier à faire en éducation prioritaire, en 6e. Je le dis, je suis pas satisfait des résultats. Et on a des plans lecture. Et à partir de janvier, on prendra des initiatives supplémentaires pour les collèges les plus en difficulté en lecture, pour pouvoir véritablement faire en sorte que les élèves améliorent dès leur année de 6e leurs compétences en lecture. Et la perte de compétences en orthographe on l'évalue aussi. Vous savez, la maîtrise de la langue, c'est vraiment une priorité. Ça passe par... lorsque j'étais DGESCO, on a, à la demande du ministre, revu une partie des programmes. On a publié des documents sur la grammaire, sur la conjugaison, sur les éléments de syntaxe. Et l'orthographe découle évidemment de l'apprentissage de la conjugaison et de la grammaire. Donc on est totalement mobilisé là-dessus. Et encore une fois, les résultats d'évaluation dont je parlais, regardent toutes les compétences et permettent d'être optimistes sur la suite. Et est-ce que la compréhension et la maîtrise de la langue, ça passe par l'apprentissage du latin que veut relancer Jean-Michel Blanquer, sachant que, contrairement à une idée reçue, le latin est une langue assez sollicitée, y compris en éducation prioritaire? Oui, enfin, on a des racines linguistiques. Une langue a des racines linguistiques, et plus on comprend la racine linguistique, plus je crois qu'on peut comprendre la langue. On a dès cette année, et avant les initiatives à venir, on a dès cette année mis en place dans l'académie une quinzaine de classes de français et culture antique. J'ai assisté à Saint-Dié-des-Vosges à un cours de français et culture antique. J'ai trouvé un cours admirable, mais sincèrement. Je vois souvent des cours de très grande qualité, mais là c'était un cours de très très grande qualité, où on avait un texte, c'était des élèves de 6e donc, et la professeure montrait un texte et cherchait les racines
linguistique de ce texte et expliquait la langue au travers de cela. Et on avait des enfants qui en plus s'amusaient parce que c'était assez ludique, si vous voulez, d'arriver à reconnaître les choses. Et donc ils rentraient véritablement dans l'orthographe, dans le vocabulaire, dans la compréhension des mots, grâce à cet exercice. Et si le latin se développe, vous aurez assez de professeurs de lettres classiques, parce que le latin est de plus en plus on a des professeurs, déserté, on a des professeurs de lettres classiques. On a parfois des professeurs de lettres modernes un petit peu plus de difficultés, mais on a un certain nombre de professeurs de lettres classiques qui n'enseignent pas le latin ou le grec ancien aujourd'hui. Donc oui, on a la possibilité de développer. On va pas se raconter d'histoire sur RCN. Nous allons continuer de converser tranquillement avec Jean-Marc Huard, recteur de l'Académie de Nancy-Metz et recteur de la région académique du Grand Est. Jean-Marc Huard, cette semaine, à la faveur du débat budgétaire, il y a 2 sénateurs de la région, le sénateur Jean-François Husson, sénateur de Meurthe-et-Moselle, et le sénateur Gérard Longuet, sénateur de la Meuse, qui se sont penchés un peu sur la condition enseignante. On a cru comprendre qu'ils trouvaient que les conditions de travail des enseignants étaient plutôt en train de se dégrader. Et il y a eu quelques jours un article du Monde pour dire que le nombre de démissions avait doublé en 10 ans ou 15 ans. C'est un phénomène qui vous inquiète ? Je crois que il faut que les enseignants reprennent une place centrale dans la société. Et c'est d'ailleurs une place ça qu'ils avaient perdu là. Oui, je crois qu'une place qu'ils avaient perdue. Alors, on n'a pas le temps obligatoirement de l'analyser, mais on a eu inévitablement et c'est très bien, une massification scolaire. On a eu un nombre d'élèves dans le second degré. Le second degré s'est ouvert, l'enseignement supérieur s'est ouvert. Et donc, on a recruté beaucoup de professeurs. Et vous savez, je suis économiste de formation et la valeur dépend de la rareté aussi, donc c'est peut-être un élément d'explication. Et puis il y a aussi le fait que les rémunérations, et notamment en début de carrière, sont souvent pointées du doigt en France comme étant insuffisantes par rapport à nos voisins. Et c'est ce qui a amené le ministre à prendre des initiatives extrêmement fortes pour permettre d'améliorer les débuts de carrière au travers de ce qu'on a appelé les primes d'attractivité, parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit d'attirer des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur vers la carrière de professeur. Et la question salariale est, qu'on le veuille ou non, une question importante. Et donc un jeune professeur par an, en 2022, il gagnera environ 2 000 € de plus net par an que ce qu'il gagnait 2 ans auparavant. Et c'est vrai alors pardon pour le jargon, mais jusqu'au 9e échelon, il y a des progressions salariales. Donc il y a une vraie politique, vous savez, c'est 700, dans le prochain budget, c'est 700 millions d'euros qui sont consacrés à la revalorisation salariale. Donc c'est vraiment une priorité, et les professeurs, les jeunes professeurs, le voient déjà sur leur fiche de paye et le verront encore plus dans les mois qui viennent. Est-ce que ce serait de nature à freiner les démissions et à résoudre la crise des vocations ou la crise du recrutement ? Je ne sais pas trop si c'est une crise des vocations ou une crise du recrutement. On le verra bien. Moi, je crois aussi que tout le travail qui est fait aussi à l'égard des élèves, notamment pour améliorer les apprentissages, c'est un moyen aussi d'inciter des professeurs à venir aussi dans le métier. On est dans une dynamique qui est une dynamique positive pour les élèves. Donc est-ce que ça suffira ? Nous verrons bien. Mais en tout cas, c'est un élément qui, à mon avis, est non négligeable. Nous passons, après la virgule de jingle, dernière étape. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Et donc c'est le questionnaire de Proust revisité à la sauce Bernard Pivot et un petit peu pimenté par Philippe Rivet. Je vais commencer par vous demander votre couleur préférée. Le bleu. Votre principale qualité. L'optimisme. Votre principal défaut. Le travail. Comme tout fonctionnaire, vous avez été contraint, astreint à un certain nomadisme géographique. Où aimeriez-vous vivre quand vous pourrez enfin poser vos valises ?
Bon, pour le pays en France, très certainement. Enfin, j'ai aucune raison de quitter le pays, même si j'aime bien voyager. Après, au niveau régional, j'ai passé quand même une dizaine d'années dans le Sud-Ouest et voilà, avec mon épouse, on est assez attirés par le Sud-Ouest. Le mot que vous préférez? Le mot que je préfère? Oui. Empathie. Le mot que vous détestez le plus? Découragement. Votre devise préférée? On va le faire quand même. Votre plat préféré? Alors j'aime bien le foie gras, mais il y en a plein en fait, parce que je suis assez gourmand. Qui est une qualité, pas un défaut. Hein. Oui, c'est une qualité. Si vous n'aviez pas été vous-même, qu'auriez-vous aimé être? Alors je crois que comme métier, j'aurais bien aimé... Alors je suis à une période de ma vie où je me dis j'aurais bien aimé faire des études de droit, je crois que j'aurais bien aimé être avocat, et puis j'aurais bien aimé être médecin aussi. C'est peut-être l'effet des séries télévisées, vous voyez, j'aurais bien aimé être chirurgien ou urgentiste. Oui. Ou peut-être l'effet de la crise sanitaire, j'en sais rien. Mais pas apiculteur, on n'a pas encore évoqué. Votre passion a peut-être terminé là-dessus, c'est maintenant hors questionnaire. Hein. Vous êtes aussi apiculteur, ce que vous aviez révélé lors d'une conférence de presse de présentation, que vous êtes arrivé à Nancy. D'où vous vient cette passion? Alors d'où elle vient, j'en sais rien. En fait, effectivement, on m'avait posé la question et dit quelle est votre passion, mis à part l'éducation, et j'avais dit je fais de l'apiculture, voilà. Alors très modestement, hein, il faut... je suis pas un apiculteur professionnel, hein, mais j'ai des abeilles à titre personnel, et puis j'en offre à mes amis. Et voilà. Alors d'où ça me vient, j'en sais rien. C'était un goût. Je m'étais exprimé de cela auprès de mon épouse qui m'a offert des cours d'apiculture pour la Saint-Valentin. Vous voyez, vous savez tout. Et puis j'ai participé à une association d'apiculture. On avait un rucher collectif où j'ai mon domicile privé en région parisienne. Et puis quand je suis venu en Lorraine, j'ai mis mes abeilles dans la voiture et puis et on a déménagé. Et maintenant j'ai des abeilles lorraines. Ouais, et vous avez pris contact avec des associations d'apiculteurs ici Lorraine? Localement non, mais c'est vrai que souvent dans mes déplacements, on le sait puisque la presse qui avait titré là-dessus est lue, et donc les gens savent que je m'intéresse à ça. Donc vous êtes connu comme le recteur apiculteur. Recteur apiculteur, ouais, c'était un titre, oui, c'était assez sympathique d'ailleurs. Et souvent on vient m'en parler, Mais c'est vrai que je suis pas allé dans des associations d'apiculteurs, mais souvent les gens viennent à moi, ils m'interrogent et je fais du miel qui est du miel de sapin. Quand j'ai récolté ma première récolte ici, je trouvais qu'il était très brun et voilà, et en levant la tête, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des sapins juste au-dessus. Donc c'est du miel de sapin. C'est explique que cette année, finalement, bien que beaucoup d'apiculteurs aient fait une mauvaise récolte, parce que les fleurs avaient gelé compte tenu du climat, moi j'ai fait plutôt une bonne récolte parce que les sapins n'ont pas de fleurs, donc c'est du miel dit de miela, hein, et voilà, c'est du miel qui est assez fort et j'aime bien le miel assez fort, donc ça c'est bien. Ça vous permet de vous changer les idées, d'oublier l'école là, que vous revêtez votre tenue d'apiculteur, que vous allez... Oui, parce que je crois que les abeilles elles demandent... Ça m'est arrivé déjà de me faire piquer assez fortement, et donc ça demande une concentration absolue, un peu comme une interview radio, vous voyez. Il faut donc vous êtes obligé de faire l'abstraction de ce qu'il y a autour, de vous consacrer sur le geste, et ça me permet de m'échapper en effet. Ça permet de m'échapper. Bien. Est-ce que vous avez d'autres passions que vous n'avez pas encore avouées publiquement? Alors j'aime bien cuisiner. Et vos plats préférés, alors je voulais demander, vous m'avez dit foie gras, là vous faites votre foie gras. Alors, je fais mon foie gras. Alors quand j'étais en Aquitaine, je faisais du foie gras, je faisais des confits, je faisais des rillettes. Voilà, j'aimais beaucoup cuisiner. Depuis quand je suis devenu DGESCO, j'ai un peu arrêté, et depuis que je suis recteur aussi de cuisiner. Mais en tout cas, dans une projection de la dernière carrière de ma vie, c'est-à-dire de retraité, je pense que j'aimerais bien m'aménager une cuisine et puis aussi avoir des ruches et me consacrer à ça. J'essaierai de moins m'occuper de questions d'éducation en fait. Je crois que c'était pour ouvrir un estaminet, puis discuter avec vos amis d'éducation, toujours des enjeux. Oui, on pourra discuter d'éducation. Ouvrir un estaminet, non, sans doute pas. Non. Bon, avant de terminer par d'éventuelles questions de rattrapage, si on nous en laisse le temps, j'avais une dernière question à vous poser.
qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire ou exprimer et que vous souhaiteriez exprimer, confier, révéler aujourd'hui? Allez, sur le ton de l'humour, j'aime beaucoup la Lorraine, très sincèrement. Ça c'est pas de l'humour, ça c'est vrai. C'était pas une destination où je pensais venir, hein, et c'est le hasard des nominations. Et j'ai vraiment la Lorraine au cœur, enfin très sincèrement. Il y a une chose que j'aime pas en Lorraine, c'est son climat. Pour tout vous dire, je trouve qu'il fait quand même très très froid l'hiver. Voilà. Oui, ça je l'ai jamais dit. Bon, ça y est, c'est fait. C'est votre coup de cœur pour la Lorraine, donc ça ira droit au cœur des Lorrains, puisque la Lorraine a souvent une mauvaise image. Mais effectivement, vous l'aviez dit, c'était pas la première destination. Non, mais ça n'a jamais été une destination de vacances à laquelle vous aviez pensé. Non, j'étais venu 2 fois à Nancy, mais je trouve que c'est vraiment à tort parce que la Lorraine est une région qui mérite d'être découverte. Les gens méritent d'être connus, et j'ai vraiment l'impression d'avoir aussi été adopté par la région. Enfin, sincèrement, je me sens lorrain. Je me sens lorrain. C'est plutôt positif, hein, quand on fait son métier puis qu'on le fait à un endroit où on a envie d'être. Je crois que c'est quand même quelque chose de très positif. Eh ben, on va terminer par les questions de rattrapage. Hein. C'est l'oral de rattrapage, les questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder auparavant. Je vais vous parler, ma foi, d'un titre qui a eu à la une du Figaro Magazine il y a quelque temps, l'école qui endoctrine. Comment vous avez perçu ce titre, comme une claque, comme une provocation, ou si vous dites, oui, il y a quand même de temps en temps des problèmes qui se posent à l'école, tout n'est pas parfait. Non, mais j'ai vu ça, j'ai pas lu l'article pour tout vous dire. J'ai pas lu l'article. Généralement, des articles un peu polémiques comme ça, enfin en tout cas à titre polémique. Souvent, je les lis pas parce que je me protège aussi. Oui. C'est une forme de protection parce que sinon on prend tout à cœur. C'est un dossier, c'est le dossier d'un journal, c'est le dossier d'un journaliste. C'est évidemment pas une vérité vraie. En tout cas, moi je suis pas d'accord avec cela. Je crois qu'on a en éducation un double rôle qui est celui d'élever le niveau des élèves d'une part, et puis d'autre part de faire en sorte que les élèves soient le plus en sécurité possible. Et donc moi je suis très fier quand on lutte contre le harcèlement à l'école, quand on agit contre les discriminations, quand on agit par exemple contre les LGBT-phobies. Oui, ça c'est justement l'un de vos chevaux de bataille, là, c'est la lutte contre le harcèlement, contre le cyberharcèlement, contre les discriminations. Là. Oui, dès votre arrivée, vous avez 1000 paquets là. Je l'avais déjà fait sous l'impulsion du ministre en tant que DGESCO, et en revenant, on l'a fait. On a des ambassadeurs contre le harcèlement. C'est des drames. Enfin, le harcèlement est un drame. Il faut tendre vers une disparition complète du harcèlement à l'école. Est-ce que vous avez suffisamment toutes les remontées nécessaires au rectorat aussi? On va dire, parfois, on a un peu mis la poussière sous le tapis. Dans Moi, j'ai été très clair, et je pense que les gens le savent. Je l'ai déclaré urbi et orbi. On ne met rien sous le tapis. Alors là, c'est très clair. Je le dis aux professeurs qui nous écoutent. L'institution vous soutiendra toujours quand il y aura des remontées diverses et variées. Je le dis aux élèves aussi. Il faut parler, et on traitera des problèmes. Encore une fois, hein, je vous ai dit que ma devise c'était on va le faire quand même. Je crois que le volontarisme il est là-dessus, parce que ça m'est tout à fait insupportable. Dans votre esprit, aucun problème n'est insurmontable? Non, je crois que tous les progrès, heureusement. Donc je vais vous en soumettre un de problème qu'on a du mal à comprendre. Peut-être dire que je fais preuve de mauvaise volonté, mais j'ai sondé quelques parents qui sont un peu perdus. C'est la réforme du bac. Attendez à cette réforme du bac qui a un peu ouvert les fenêtres, qui a sorti des couloirs de présélection, mais quand même, là, a parlé du contrôle continu qui va peser 40%, avec des examens certificatifs. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les choses sur cette démarche, puisque vous avez dit vous-même que vous aviez initié cette réforme comme DGESCO? Oui. Alors, elle n'a pas eu de chance la réforme, parce qu'il y a eu 2 années de suite avec la crise sanitaire où le message a été perturbé, si vous voulez, hein, puisque il a fallu prendre des décisions. En fait, la réforme est très simple. Le baccalauréat général et technologique, c'est le seul diplôme où il n'y avait pas du tout de contrôle continu.
Vous prenez tous les autres diplômes, et notamment les diplômes de l'enseignement supérieur, il y avait une part de contrôle continu. Les diplômes professionnels, il y a une part de contrôle continu. Et personne ne le remet en cause. Personne ne remet en cause qu'à l'université, il y a une part de contrôle continu, qu'à Sciences Po, il y a une part de contrôle continu, etc., etc. Il y a juste au baccalauréat général et technologique où, dans l'esprit de certains, il peut pas y avoir de part de contrôle continu. Il y avait un examen un peu loterie. Et donc, il y a cet examen, en plus de fin d'année, qui plombait considérablement quand même le mois de juin, avec une orientation qui était d'ailleurs déconnectée par rapport à cela, puisque les élèves savaient leur orientation Parcoursup avant d'avoir les résultats au bac. Donc, ce qui a été décidé par le ministre, c'est d'instaurer une part de 40% de contrôle continu, et puis 60% d'épreuves terminales, sur un nombre d'épreuves terminales qui est plus réduit, puisqu'il n'y a plus que les 2 enseignements de spécialité, la philosophie, puis une nouvelle épreuve, qui est l'épreuve du grand oral, qui permet d'explorer des compétences qui étaient insuffisamment explorées en France, c'est-à-dire l'éloquence, les compétences orales, qui sont pourtant fondamentales dans le monde de communication qu'on connaît aujourd'hui. L'oral qui est plutôt minimisé justement dans tout le parcours scolaire. Oui, raison de plus pour le mettre à l'examen, parce qu'on sait que l'examen commande un peu tout ce qu'il y a en amont. Et il y a des choses vraiment admirables qui se font, j'en ai vu l'an dernier, et franchement le grand oral a été maintenu l'année dernière comme épreuve terminale, et je crois vraiment que le bilan est très positif, et pour les élèves et pour les professeurs. Vous avez mentionné dans votre réponse Parcoursup qui reste controversé. Est-ce que le système peut être encore amélioré? Est-ce que pour vous c'est un système de sélection ou c'est vraiment un outil très pédagogique qui est une bonne aide à la décision? Non, mais Parcoursup un système peut toujours être amélioré, mais Parcoursup c'est un outil très 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 intéressant qui permet d'ailleurs à tous les élèves d'avoir un point de chute dans l'enseignement supérieur. Vous savez, Parcoursup, c'est un outil qui permet véritablement aux établissements de regarder les profils des étudiants et d'avoir des admissions qui soient... Mais pour préparer Parcoursup, est-ce que tout le monde fait l'effort, tant du côté des lycées que des universités? Pour se parler, on parlait du bac-3, bac+3, on a l'impression que ça a du mal à se concrétiser. Pourtant, c'est un bon processus d'accompagnement là quand même pour appréhender Parcoursup. Oui, il faut un processus d'accompagnement, mais c'est normal. Mais dans Parcoursup, il y a l'ensemble des formations qui est proposé. C'est pas simplement un outil d'inscription, c'est aussi un outil d'information. Et puis il y a tout au long de l'année un accompagnement par les psychologues de l'Éducation nationale, par les professeurs. Et puis aussi il y a toutes les journées portes ouvertes. Vous savez, l'orientation, il faut que les élèves soient aussi acteurs de leur orientation. Il faut qu'ils soient curieux. Il faut qu'ils aillent pousser les portes ou les fenêtres pour lesquelles ils n'ont pas d'appétence particulière au départ pour découvrir. Parcoursup va pas décider pour l'élève de ses goûts et de ses désirs. Parcoursup donc, il faut est un qu'acteurs outil. soient élèves. On a compris le message. Vous leur dites. Allez butiner, c'est le recteur apiculteur qui vous le dit. Oui, et puis tout à fait. Et au-delà de la boutade, c'est aussi de l'engagement pour les jeunes. Un jeune, il est acteur de son avenir. Et le reconnaître, c'est leur faire confiance. Jean-Marc Huard, merci beaucoup de nous avoir consacré 1 heure. Merci de votre invitation surtout. Merci. RCN, www.rcn-radio.org